Regardez ce titre du quotidien Les Échos. Renault, Peugeot et Citroën rattrapés par le Dieselgate, rattrapés par la patrouille. On l'évoquait également dans l'émission hier. On a d'abord eu Renault mardi, puis Peugeot et Citroën qui ont également été mis en examen dans le cadre de cette affaire. Et ce, près de 6 ans après l'explosion de ce scandale, nous rappelle le quotidien. Les deux constructeurs français étant accusés d'avoir également, comme Volkswagen, il y a 6 ans, en 2015, d'avoir truqué leur moteur pour passer les tests d'homologation compte tenu des critères de pollution notamment exigés par les normes européennes en vigueur. Alors, on ne va pas rentrer sur le fond. En même temps, Dieselgate, une justice tardive, est écrit en bas de l'écran. Virginie, est-ce que c'est pas... Alors, on sait que la justice est lente, de façon générale, quand on est justiciable pour plein de raisons. Manifestement, pour les entreprises aussi. Là, on est 6 ans après l'affaire, et c'est pas la conclusion de l'affaire, c'est le début, puisque c'est la mise en examen, a fortiori pour des entreprises dans un secteur, le constructeur automobile, qui est quand même très challengé aujourd'hui, face à des enjeux de transformation absolument colossaux. On se dit, il y a un problème de lenteur quand même, et on se dit que c'est potentiellement encore plus grave avec des entreprises, parce qu'il y a des enjeux qui peuvent concerner des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, non ? Alors effectivement, il y a un problème de lenteur, parce que quel que soit le sujet, on aimerait que ce soit pour être condamné ou au contraire, parce que n'oublions pas que la mise en examen, c'est aussi une présomption d'innocence. Absolument, Ces mais vous avez raison de le rappeler. Contrairement à Volkswagen, qui a reconnu que ces logiciels avaient été visiblement élaborés pour frauder, entre guillemets, nos entreprises françaises, elles, ne le reconnaissent pas du tout. À ce stade, il n'y a pas de... On verra ce que seront les conclusions. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'on soit coupable ou qu'on ne le soit pas, finalement que ça aille vite, parce que derrière, c'est des milliers d'emplois. Mais derrière ça, c'est aussi une stratégie industrielle. Et le vrai sujet, c'est quand même, derrière ce Dieselgate, il y a ce problème d'analyse, mais il y a aussi les directives qui sont, elles, politiques et un peu dictées, pardon d'être un peu brutal, mais par nos ayatollahs verts, parce que ces entreprises automobiles ont particulièrement souffert dans le contexte du Covid. Elles souffrent également d'une baisse des exportations, et en plus, elles sont, comme vous venez de le dire, en totale transformation, puisque leur modèle va devoir passer de plus en plus avec une belle croissance des hybrides ou du modèle complètement électrique. Donc c'est vrai que ce Dieselgate, il rappelle qu'au fond, il rappelle aussi un certain nombre de contradictions, c'est-à-dire qu'à certains moments, on continue à produire un certain type de véhicule et puis patatras, on explique stop, attention, danger, pollution. Je voudrais rappeler aussi que la pollution automobile n'est pas la première. Alors pour les particules fines, après on nous dit que sur le total, c'est certes les embouteillages qui produisent beaucoup de pollution de l'air, mais les particules fines, c'est-à-dire ce qui tue, là l'automobile arrive bien plus après l'industrie, le chauffage au bois, etc. Donc c'est vrai que ça pose aussi quand même derrière le problème de la justice, le problème du sujet. Moi, je suis pas compétente pour savoir si oui ou non il y a eu fraude. Non, mais c'est pour ça que je veux pas rentrer là-dedans. C'est pas notre. Mais il y a aussi le fond de l'affaire, c'est que finalement, on a tout un secteur industriel qui, à un moment donné, je pense à l'aérien aussi de la même façon, quand j'entends certaines déclarations d'élus écologistes expliquer qu'il va falloir prendre le train et que finalement les vols à courte distance ou courte durée doivent être annulés. Il faut voir les conséquences industrielles de ce type de déclaration, et je suis pas toujours sûre qu'on fasse vraiment un peu comme dans la pandémie. C'est pas que la protection de la santé ou que l'économie, c'est les deux. Je trouve que sur ces sujets de pollution, c'est aussi à appréhender dans son ensemble, avec aussi le poids d'une industrie, sa vision de long terme, les emplois qu'il y a derrière, et laisser aussi le temps, et non pas juste par des diktats politiques, le temps aux entreprises de s'adapter. Une évolution qui va être longue. Donc pour le coup, la justice longue, ça me choque presque un peu moins dans un scénario industriel où on sait que tout est beaucoup plus lent que dans d'autres affaires où je pense sur les violences faites aux femmes, où la vie peut être là, il y a de l'urgence, en cause. Là, on devrait avoir une justice d'urgence.
Clément, vous vous dites, on leur met des bâtons dans les roues, un peu ce qu'on était en train de dire à l'instant, ou il faut que la justice se passe, il n'y a pas de raison qu'il y ait des passe droits non plus par rapport à... Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Virginie. Je crois qu'il y a un réel problème en fait alors à la fois dans la transposition des directives européennes, mais également dans les normes françaises. Ce qu'avait dit déjà Volkswagen à l'époque, c'est qu'il n'était même pas possible d'un point de vue technique de tenir les engagements de réduction de CO2 dans les bonus-malus, qui étaient donc des engagements annuels. Tous les constructeurs devaient réduire, alors c'était 5 grammes ou 10 grammes par an, ce qui est énorme. Et donc, peut-être qu'il y a aussi un problème, effectivement, de manque de consultation de ce point de vue. Après, concernant la lenteur... Alors, c'est le début de l'instruction. L'enquête préliminaire, elle avait été lancée il y a déjà un certain nombre de mois et même d'années par le parquet. Donc, on peut imaginer que l'instruction ne dure pas non plus. On peut l'imaginer, l'espérer des années. Mais moi, effectivement, c'est plus le fond effectivement de l'affaire qui me choque, avec toujours cette idée quand même que les normes environnementales, elles ne doivent pas se décréter toutes seules. Il faut absolument co-construire ce type de politique publique avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, avec les ingénieurs, et imposer des réductions de CO2 telles que ça a été fait sur le diesel. C'était, je pense, totalement utopique. Et quelque part, s'il y a autant de constructeurs qui ont été obligés de frauder, sans les accuser tous, puisqu'encore une fois, oui, ils sont présumés innocents. Oui. Et qui, voilà, en tout cas, disent avoir eu d'énormes difficultés à tenir ces engagements. C'est bien quand même qu'il y a un problème dans ces normes environnementales. Et rappelons, comme vous le disiez, Virginie, qu'à une époque, on encourageait le diesel, puisque c'était moins taxé que l'essence. Jusqu'à il y a très peu de temps. Jusqu'à il y a très peu de temps. C'est bien le problème en fait de la France, c'est que parfois on a quand même... On passe du tout au tout, quoi. Exactement, ou voire des dispositifs complètement contradictoires. On l'a vu dans le domaine du diesel, on l'a vu aussi pour le fuel. D'un côté, vous aviez des réductions fiscales si vous équipiez votre maison avec du fuel, et puis de l'autre côté, vous aviez une envolée des taxes. Donc, on n'est pas toujours dans la cohérence, et le timing est parfois quand même totalement décorrélé de ce qui est la problématique d'une entreprise. On a l'impression quand même qu'à un moment donné, on ne tient pas compte de ce qui est la problématique d'une entreprise avec toutes ses composantes, ses salariés, ses actionnaires, ses clients. À un moment donné, c'est quand même étonnant qu'on ne définisse pas mieux les engagements. Et là, on est vraiment dans des pétitions de principe souvent. Donc c'est vrai que c'est pas pour défendre les fraudeurs et on ne le fait pas sur ce plateau, mais parfois il faut comprendre pourquoi il y a des personnes qui se mettent en situation de fraude. C'est peut-être aussi que les directives étaient quasi impossibles à tenir. Oui. Et alors pour le coup, pas sur le diesel, mais sur les normes globales, elles s'apprêtent à être encore renforcées au niveau européen. Il y a des constructeurs qui alertent. L'autre jour, Carlos Tavares, le patron de Peugeot Citroën, enfin de Stellantis maintenant, qui alertait sur le risque, y compris au terme de l'emploi. Alors ça, c'est de la menace. Et je crie plus fort pour essayer d'avoir une norme un peu plus faible. Ou vous imaginez qu'il y a quand même un risque sérieux que cette exigence d'accélération de la transition énergétique chez les constructeurs automobiles puisse avoir des conséquences relativement court ou moyen terme assez négatives sur l'emploi dans le secteur, alors qu'à l'inverse, on essaie de relocaliser plutôt. Est-ce qu'il faut être un peu alarmiste là-dessus, Clément, Virginie, ou on verra bien? Moi, je dirais que... Après, c'est le rôle aussi des autorités, des régulateurs, d'essayer de pousser supposément dans la bonne direction, pour ce qui est des... Il y a du lobbying des deux côtés. Le lobbying vert, entre guillemets, est de toute façon très fort aussi. C'est-à-dire que... Faut pas il a un peu gagné la bataille de l'opinion. Oui, donc c'est pour ça que très certainement. Donc pas forcément les partis eux-mêmes pour être très franc, mais les questions environnementales, oui. Donc qu'un chef d'entreprise s'inquiète des effets d'une norme sur l'emploi, il y a peut-être une part de lobbying, mais j'ai envie de dire normale face à des lois futures, des normes environnementales. Mais il y a quand même aussi un vrai sujet de fond, effectivement, qui est la destruction d'emplois. Et c'est toujours pareil, dans un monde globalisé, il y a quand même effectivement un problème de décalage des normes environnementales d'un pays à un autre ou d'une zone à une autre, y compris pour la production. Donc est-ce qu'on a envie effectivement, dans cette transition, d'être dans une transition brutale qui risque d'endommager les emplois, ou est-ce qu'on est prêt en disant très bien, on va endommager des emplois, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être plus de formation. Le problème des transitions rapides, c'est qu'elles sont extrêmement déstructurantes pour les entreprises.
Et comme le disait Virginie, c'est des industries en plus qui ont la caractéristique d'être des industries de temps long, avec des programmes de R&D sur parfois plusieurs décennies. Pareil, et encore plus sans doute dans l'aéronautique. On ne peut pas, simplement par volonté politique aussi louable qu'elle puisse paraître à certains, imposer en quelques mois ou quelques années un changement drastique. Sinon, c'est l'ajustement par les quantités d'emplois. Ou alors, il faut le dire et être plus clair, parce que même si cette transition énergétique est légitime, même si elle crée des nouveaux emplois, ce ne sera pas forcément les mêmes. Donc il faut être peut-être plus clair et plus transparent sur les effets éventuellement sur les prix demain de cette transition, sur les emplois actuels, etc. Vous pensez qu'il faut être plus cash, plus transparent, plus honnête, plus sincère? Ce qui m'inquiète, et je pense que c'est l'inquiétude aussi de M. Tavares, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi tirer le signal d'alarme quand, à coup de démagogie, et parce qu'on donne la parole à des lobbies qui se veulent écolos, mais qui parfois préconisent des solutions qui sont moins écologiques, on peut faire le débat, on ne va pas le faire maintenant, mais nucléaire versus éolienne. Franchement, dans l'automobile, est-ce qu'on ne va pas dire à ces mêmes constructeurs dans quelques années qu'il y a un sujet sur les batteries quand vous êtes sur du véhicule électrique? Donc, là où c'est dangereux, de mon point de vue, c'est qu'on voit bien qu'on est dans du court terme, dans des visions qui sont très court-termistes, qui ne tiennent pas compte des cycles de production, qui ne tiennent pas compte des emplois qu'il y a derrière, mais qui, de mon point de vue, n'assurent pas, parce que là encore, toute entreprise peut s'adapter à une nouvelle norme, mais ça n'assure absolument pas la pérennité de ce qu'on est en train de faire. Parce que aujourd'hui, tout le monde est tombé à rose sur le diesel, mais demain, on regardera de près ce qui va se passer sur les véhicules électriques. Oui, le recyclage des batteries. Je suis pas du tout étonné que des nouveaux lobbies, parce qu'à la fin, quand on pousse le bouchon très loin et qu'on a affaire à des vrais ayatollahs verts, là, à la fin, on a l'impression qu'on doit être dans un modèle de décroissance, qu'on doit tous être à pied ou à vélo. Vous voyez, c'est ça qui fait peur. Et je serais effectivement à la tête d'une entreprise automobile, je tirerais la sonnette d'alarme, non pas juste pour faire un peu de peur, mais parce que la réalité, elle est que là encore, on ne peut pas sans arrêt changer des modèles industriels de long terme à la première déclaration venue de lobbyistes écologiques, et qu'il faut quand même à un moment donné se poser, avoir une vraie vision de long terme et prendre en considération la totalité des conséquences. Et le prix notamment, parce que les mêmes verts qui veulent des éoliennes partout, le nucléaire pollue moins, et deux, il est aussi beaucoup moins cher pour le consommateur. Donc, il me semble que le politique doit appréhender ces questions dans leur globalité, et c'est peut-être ça le plus difficile, c'est-à-dire en n'oubliant pas l'intérêt pour les consommateurs et l'intérêt derrière de l'emploi, pas uniquement de savoir si à très court terme, oui, on va peut-être améliorer l'émission de CO2 ou de particules fines, mais là encore, l'automobile n'est peut-être pas le premier responsable. Donc, il y a aussi le problème du deux poids, deux mesures, mais... En attendant, on rappellera que Volkswagen, qui avait reconnu les faits, cette affaire lui a quand même coûté autour de 5 milliards. Donc effectivement, c'est du sérieux. Mais il semble être reparti sur un bon pied, le champion allemand de l'automobile. Allez, tout de suite, on parle du G7.